Je propose qu'on avance. Je propose qu'on avance. Oui, rapide. Vous allez répondre rapidement, mais il faudrait qu'on avance sur le rendez-vous de cet après-midi qui consacre dans la décentralisation en cours d'implémentation au Cameroun. Alors, je rappelais tantôt que le Cameroun a finalement mis en place les différents organes, les différents appareils centraux qui concourent au bon fonctionnement de l'État unitaire décentralisé. Et donc, nous sommes là pour permettre aux Camerounais de comprendre terre à terre, le bénéfice de la décentralisation dont on leur a tant parlé, qu'on leur a tant vanté. Et je voudrais juste rappeler que, d'une manière générale, quand on dit décentralisation, on peut résumer cela en 3 points. La promotion du développement local, la promotion de la bonne gouvernance, la promotion de la démocratie. Cher Thierry Amogo, oui. Je voudrais commencer par vous. Le Cameroun, avec donc, depuis décembre 2020, tous ces appareils importants pour le déploiement de la décentralisation de l'État unitaire, a-t-il enfin les éléments qui répondent aux différents problèmes qu'il doit adresser? La question, on vient de parler tout à l'heure, du chômage, la question de l'emploi de la jeunesse, la question de la formation, la question de la santé et surtout, bien évidemment, la question de la stabilité du pays au regard des crises sociopolitiques que traverse le Cameroun. Oui, je voulais dire déjà que la décentralisation au Cameroun est liée à ce facteur. Si vous allez un peu dans l'histoire, vous verrez que les sociétés africaines sont des sociétés avec un ADN décentralisé. Sur le plan spirituel, on a une spiritualité qui claque. Sur le plan politique, on avait des chefs, on avait des émirs, on avait des royaumes. On remarque dans l'histoire de l'Afrique que les populations respectaient que lorsqu'elles étaient en paix, lorsque le pouvoir écrasait les populations, celles-ci s'écartent tous pour s'installer ailleurs, créer une autre chefferie, créer un autre plat, créer un autre royaume. Et on se rend donc économique aussi. Les Africains avaient aussi une économie décentralisée. Ils échangent avec le Sahara, de longue distance, et de courte distance. La décentralisation est aussi le retour dans la qualité de cet ADN décentralisé des sociétés africaines qui rejaillit dans notre actualité. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que la décentralisation est aussi un instrument des politiques de libéralisation qui nous ont été imposées en 1980 à travers les ajustements structurels. On a demandé un décongestionnement de l'État, une décentralisation qui permettait à cet État d'être moins ouvert, pas de côté. Donc, la décentralisation fait partie de bonne gouvernance pour l'ajustement structurel. Nous avons aussi un autre facteur, c'est que notre État qui a été fait au départ avait déjà un déjà la décentralisation. Parce que dans le fédéralisme, la décentralisation est un instrument fédéral. L'État camerounais, c'est un État fédéral. Puis, à une République du Cameroun, a voulu digérer cette décentralisation-là, mais l'a mal digérée. C'est pourquoi elle réapparaît dans notre constitution de 1996. Il y a donc un dernier élément qui va donc accélérer le processus sur le terrain, c'est la crise anglophone. C'est la crise anglophone qui va, alors qu'on avait la décentralisation dans la constitution de 1996, on se rend compte que c'est 24 ans après qu'on va avoir le grand dialogue national, qu'on va avoir les régionales et qu'on va mettre en place donc le statut spécial prévu au sein du grand dialogue national. Donc vous voyez, mon analyse est à la fois historique au niveau des structures de fonds, conjoncturelle au niveau de l'ajustement structurel, la dynamique globale qui impose la décentralisation et événementielle au niveau de cette crise anglophone qui vient accélérer le processus. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce processus qui est en place? Je peux en dire beaucoup de choses. Je peux dire que sur le plan vraiment opérationnel, il y a encore beaucoup de limites. Et là, j'aimerais entendre, bien sûr, M. Mott tantôt, c'est-à-dire au niveau
philosophique. Notre décentralisation, je la qualifie de décentralisation de contrôle. Ce n'est pas une décentralisation émancipatrice. Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'elle part d'une loi, et une loi qui provient de l'unitarisme politique, de l'État unitaire, dont elle est définie par le haut. Et cette loi-là, elle se targue donc de pouvoir maîtriser toute l'information et de construire la loi qui va organiser la décentralisation. Or, une décentralisation émancipatrice ne se considère pas comme capable de pouvoir connaître des informations au niveau local. On laisse les populations locales produire les informations pertinentes pour construire la loi. Ce n'est pas ce qui a été fait chez nous. Deuxième limite, au niveau des règles. Les règles sont également des règles de contrôle, c'est-à-dire qui partent aussi du haut vers le bas. Dans une décentralisation émancipatrice, les règles doivent être autonomes, à savoir que ce sont les communautés qui, parce qu'elles se connaissent mieux, doivent inspirer la règle. On est donc dans un processus autonome de règles, autonome de production de règles, ce qui n'est pas le cas parce qu'on est dans une décentralisation de contrôle. Et la troisième chose, c'est au niveau de la rationalité de notre décentralisation, qui est une rationalité formelle. C'est quoi? Ça veut dire qu'elle part d'un centre, l'État unitaire, l'unitarisme politique, qui considère donc qu'il connaît la voie pour aller vers la décentralisation. On parle en sciences sociales de rationalité formelle. Ça veut dire que le chemin est tracé par le haut. Or, la décentralisation est émancipatrice lorsqu'on laisse les acteurs définir la voie avec l'État, à travers des entretiens, à travers des moments de discussion avec les communautés locales. Là, on trace la route ensemble. Là, on est dans une rationalité substantielle. Ça veut dire qu'on prend en compte les besoins des communautés, on prend en compte les rapports qu'ils ont avec l'État, les rapports de défiance ou de confiance. Ça veut dire que finalement, on aboutit, dans le cas du Cameroun, à des grandes limites par rapport à cette décentralisation que je qualifie de décentralisation de contrôle. Quelle est la grosse limite? Parce qu'il faut laisser que Samuel Dieudonné puisse répondre. Hein? Je ne vous coupe pas. Et puis je lui laisse répondre. Quelques limites rapidement. La première limite ici, c'est qu'avec une décentralisation, nous avons toujours en place une monarchie républicaine que nous avons hérité de la France. Et un pouvoir central extrêmement fort qui ne permet pas de rendre moins attractif le pouvoir présidentiel. On va continuer à se battre parce que le pouvoir actuel reste très faible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la division du travail entre l'État et les communautés territoriales décentralisées. Il y a une division du travail claire. Hein? Je suis le député King qui dit je ne peux toujours pas commencer tout ce mois sans avoir du ministère du Vous voyez? Donc tout reste vers le haut, tout reste à Yaoundé. Votre limite, c'est qu'une décentralisation émancipatrice doit prévoir ce qu'on appelle les parlements régionaux. Et ces parlements régionaux doivent avoir une possibilité de recours, notamment la capacité de faire un référendum d'initiative populaire. Est-ce qu'on est capable d'évoquer quelqu'un parce que les régions trouvent qu'il ne remplit pas les objectifs? Les régions doivent avoir là de pouvoir révoquer des gens qui ne remplissent pas leurs objectifs. Donc, je m'arrête pour laisser. Merci. Je propose effectivement à Samuel Dieudonné de répondre à Thierry Amourou, ou alors je suppose qu'il va lui répondre, hein, et surtout de ne pas oublier la question qui était la mienne. La question qui était la mienne est très simple. Est-ce qu'on a, avec la décentralisation en cours d'implémentation à Yaoundé, la réponse à tous les problèmes que connaissent les Camerounais et que connaît même le Cameroun, notamment la crise anglophone, mais etc. Personne n'a dit que la décentralisation était une panacée. Et j'ai beaucoup souri tout à l'heure quand j'ai entendu Thierry Amourou parler sur le plan effectivement académique. Il a un raisonnement tout à fait enviable. Mais je voudrais seulement lui dire, en ce qui me concerne, je ne considère pas qu'il y a dans la vie, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan microéconomique, que ce soit sur le plan macroéconomique, il n'y a pas d'organisation idéale. À l'intérieur de chaque modèle d'organisation, vous allez toujours trouver des déficiences, vous allez trouver des forces et des faiblesses. Et tout le génie humain, c'est de savoir, en fonction des organisations qu'on s'est soi-même choisi, quelles sont
quel avantage on peut tirer. Dans le cas de ce qu'il avance également comme étant des limites possibles, je lui concède également que je peux reconnaître que ce sont des limites. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas sûr que les limites viendront nécessairement de ce côté-là. À partir du moment où l'État central a commencé de se délaisser d'un certain nombre de missions, c'est une très bonne chose qui consiste effectivement de dire que sur un certain nombre de domaines de notre vie sociale, on essaie de rapprocher le pouvoir de décision des populations de telle manière à ce qu'ils puissent se prendre en main. C'est dans le cadre de cette prise en main, de cette décentralisation-là que je pense que nous allons avoir le maximum d'écueils. Avons-nous suffisamment d'acteurs pour pouvoir animer cette décentralisation-là sur le plan local? Avons-nous suffisamment conscientisé les populations pour pouvoir leur dire ce pouvoir de décision-là qu'on ramène vers vous, il faut se donner des outils pour pouvoir s'en saisir de manière à pouvoir bâtir son environnement local. Je crois que les écueils viennent de là. Mais bien entendu, je ne perds pas de vue, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, qu'un certain nombre d'acteurs politiques, sociaux, ont voulu cette centralisation-là parce qu'ils voulaient se retrouver des zones d'influence. Mais en ce qui me concerne, le plus important, mais je crois qu'on en discutera un peu plus tard, c'est de savoir que l'État central met à notre disposition, dans les endroits les plus reculés, les plus insoupçonnés que vous pouvez imaginer, un certain nombre de ressources pour que les fils de la localité, les fils et les filles de la localité, puissent, dans le cadre d'une concertation, d'une participation à la définition de ce que doit être leur environnement demain ou après-demain, arrivent à leur niveau à prendre des décisions sans toutefois se référer au pouvoir central. Et en ce sens-là, je considère également, à mon sens, que c'est une avancée importante qu'il faut saisir. Maintenant, il parle de problèmes de contrôle. Et ça va être le second sujet de handicap parce qu'on concerne. Parce que les difficultés de contrôler l'activité économique sur le plan central que nous connaissons aujourd'hui, avec le phénomène de la corruption qu'il a décrié tout à l'heure, vont aller en s'accentuant. C'est-à-dire qu'on avait 2 ou 3 postes de contrôle comptable à Yaoundé qui ont donné des effets pervers que vous connaissez. Là, nous serons en face, si nous prenons uniquement le domaine des communes, 360 postes de contrôle supplémentaires qu'il faut assurer. Et je ne suis pas sûr que l'État central aujourd'hui est suffisamment préparé pour pouvoir assurer ces contrôles-là. Deuxième chose, je veux parler des populations. Quand on dit qu'à l'intérieur d'une municipalité, le maire doit être contrôlé par le conseil municipal, avons-nous suffisamment l'éducation sur le plan local pour pouvoir faire un conseil municipal qui fait le contre-poids? Donc je pense qu'effectivement que c'est ce point-là qu'il faut accentuer. Et d'ailleurs, j'ai eu un certain nombre de discussions avec les ministres qui sont en charge de la collectivité pour pouvoir leur dire qu'effectivement, en matière de contrôle, ça va être un sujet sensible. Il va falloir qu'ils s'y préparent et éventuellement externaliser cette question-là parce qu'il me semble qu'au niveau de la fonction publique, on n'est pas suffisamment préparé à jouer ce rôle. Alors, moi, je voudrais que nous orientons effectivement la discussion telle que prévue, dans le sens de faciliter la compréhension de cette norme de gouvernance aux Camerounais. Je voudrais quand même vous demander à tous les deux, est-ce qu'on ne crée pas comme ça des espèces de bicéphalisme dans ce qui peut être considéré comme des pôles de ces territoires locaux décentralisés, que sont les régions et par exemple les communes? Je note que lorsqu'on regarde ailleurs ce qui se passe dans les États unitaires décentralisés,
on ne retrouvera pas un gouverneur et un exécutif régional. On ne retrouvera pas des mairies et des sous-préfets. Est-ce qu'on n'est pas là en train de créer des poches de dépenses supplémentaires alors qu'on a besoin d'affecter de l'argent, d'allouer des ressources financières également à ces différents appareils importants de notre décentralisation? Vous voulez que je commence? Il n'y a pas de contradiction. Je voulais dire également, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet font partie des instruments de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on ait des ministres à Yaoundé qui contrôlent toute la République à distance, on essaie de les rapprocher d'un certain nombre d'agents de l'État qui font, sur le plan domestique, un certain nombre d'activités qui auraient bien pu être gérées au niveau central. Et en cela, je ne pense pas que ça puisse être considéré comme étant un frein à la décentralisation ou alors que ce soit une contradiction à la décentralisation. Et contrairement à ce que vous avez dit, il me semble que vous avez des préfets chez vous, des préfets de région. Ils font quoi? Les missions qui sont dévolues à l'ensemble de ces personnes-là qui participent également de la décentralisation sont très souvent soit des missions régaliennes, soit des missions tutélaires. Et en tout état de cause, quelle que soit la forme d'organisation que vous allez avoir, vous aurez toujours besoin d'avoir un certain nombre de repères qui vous remontent un certain nombre d'informations qui vont être utilisées par le pouvoir central. Mais sur un certain nombre d'aspects, effectivement, je peux être amené à vous rejoindre. Mais ça, c'est une déficience des hommes qui animent la décentralisation, qui vont faire que demain ou après-demain, il y aurait une sorte de bicéphalisme ou alors de subordination qui va se créer entre le pouvoir qui est dévolu aux collectivités territoriales décentralisées et à ces représentants de l'État. Parce que je vois d'un très mauvais œil la présence, notamment du gouverneur, lorsqu'il y a un conseil régional qui se tient, ou alors d'un très mauvais œil la présence à l'intérieur du conseil municipal, du préfet, lorsqu'un conseil municipal se tient. Mais on en arrive à cette configuration-là pour quelle raison? C'est-à-dire que lorsque le maire ou alors le délégué régional, le conseiller régional a réussi à caporaliser l'instance qui est chargée de le contrôler, lorsqu'il s'est inscrit dans une zone de non-gouvernance, très souvent, ils sont repliés vers l'autorité administrative en pensant qu'à ses côtés, ils vont trouver refuge. Mais ça, ce n'est pas les travers structurels liés au mode, comment dirais-je, juridique qui a défini cette décentralisation-là. C'est tout simplement des situations d'organisation de fait qui se mettent en place sur le plan local dans le but de faire en sorte que les populations ne puissent pas jouir des bienfaits de cette décentralisation. Mais ce qu'il faut remettre ici en cause, ce n'est pas la décentralisation elle-même, ce n'est pas la présence des sous-préfets qui fera que la mairie va être bien gérée ou mal gérée. C'est très souvent un enfant de la localité qui va dire « j'ai envie de me mettre à la disposition de mes concitoyens », mais c'est également les populations qui vont au quotidien essayer de suivre, de contrôler les actes qu'ils posent dans le cadre de cette gestion de la municipalité. Alors, je voudrais juste rappeler rapidement que j'ai été, dans mon propos, j'espère explicite, sur ce qu'on peut appeler les échelons qui distinguent, n'est-ce pas, la répartition d'un État unitaire décentralisé. J'ai parlé des gouverneurs et des sous-préfets. Ce sont les deux échelons qui me paraissaient assez curieux dans l'organisation. En l'occurrence, c'est le gouverneur en ce qui concerne les régions, mais c'est le préfet en ce qui concerne les communes. Alors, mais encore une dernière fois, oui. Oui. Les rôles des uns et des autres sont bien définis. Par contre, on n'est pas à l'abri des collisions. Alors, j'ai compris. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un maire qui a envie de travailler pour le compte de ses populations, il travaillera sans toutefois se mettre en difficulté par rapport au représentant de l'État qui sera dans la localité.
Mais très souvent, quand ils ont voulu mal travailler, ils considèrent qu'ils sont des copains. Et très souvent, quand ils deviennent des copains, ils le font au détriment des populations. D'accord. Je reprends mon propos. Je dis qu'ailleurs, Oui, le préfet, il est oui, généralement associé au département et il est le représentant de l'État. Le gouverneur, on n'en connaît pas. L'exécutif régional, il fait son travail, pas besoin forcément d'avoir ok. un gouverneur qui va contrôler que les actes qu'il pose sont compatibles, sont en adéquation avec la loi. Et puis, Très bien. le sous-préfet qui est accolé à la commune, on n'en voit pas ailleurs. Je ne sais pas ce que pense Thierry Ambrosio sur la question, mais de mon point de vue, ça fait des poches de dépenses supplémentaires dans un pays qui est suffisamment comme ça à la rue, financièrement parlant. Je donne la parole à Thierry Ambrosio sur la question donc, de cette espèce de bicéphalisme qui s'est créé au niveau des régions et au niveau des communes, alors que les départements, nous sommes encore heureux qu'il n'y ait que le préfet au niveau des départements. Oui, oui, je vais y arriver. Je voulais dire à mon collègue Samuel Motte que nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'organisation optimale. C'est justement parce qu'il Très n'y a bien. pas d'organisation optimale que justement la décentralisation doit être flexible. Donc, permettre à l'organisation de pouvoir s'adapter par rapport à la dynamique des problèmes locaux. Mais lorsqu'elle est rigide, c'est-à-dire avec une règle qui est établie du haut et qui contrôle, cette flexibilité-là, cette souplesse-là, on la perd un peu. On n'arrive plus à trouver justement donc une voie qui puisse permettre de résoudre les problèmes. Et lorsque on veut donc insister sur les problèmes réels des populations nous disent on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route. Et si vous suivez un peu l'actualité à travers les réseaux sociaux, vous avez la Fédération ECAN qui dit on veut gérer nos terres, on veut gérer nos forêts, on veut des routes que nous n'avons pas, on veut de l'électricité, on veut de l'eau. On suit la même chose avec les 11 millions de nordistes, même s'ils ont été dissous, ils existent toujours socialement. La même chose dans les Grassfields, la même chose au niveau du littoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau justement local, la possibilité de pouvoir innover par des règles inspirées par des problèmes locaux doit être ouverte. Ici, elle est assez faible. Si vous revenez sur le discours du président, il vous dit qu'il y a beaucoup de projets jeunes qu'il a lancés, qu'il cite. Il donne même des chiffres. Mais lorsqu'on va sur le terrain, on se rend compte que le centralisme politique est tellement grand que les jeunes ne sont même pas au courant que ces projets-là existent. Ça reste à Yaoundé, ça reste concentré et congelé au niveau de la haute administration qui sert les siens, et dans les zones reculées, on n'a pas vent de ces projets. Donc ici, la décentralisation peut même aider aussi la bonne gouvernance et le développement au Cameroun, parce que ces projets-là auront dans des antennes au niveau local, et ces projets qu'exalte le président et que tout le monde ignore au niveau plus reculé peuvent avoir un impact beaucoup plus positif. Donc je voulais prendre cet exemple pour dire qu'il y a encore un déficit de compétences au niveau, par exemple, d'éducation, au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que la région peut faire au niveau de l'éducation? Est-ce que, par exemple, une région peut introduire une langue locale dans l'enseignement au niveau local? Pourquoi? Parce que si on introduit une langue locale dans l'enseignement au niveau local, ça veut dire qu'on peut créer de l'emploi. Quelqu'un qui maîtrise le bamileke, qui maîtrise le beti ou le boulou, peut être enseignant dans une école primaire parce que la région a introduit le boulou ou le bamileke dans une école primaire. Est-ce que c'est possible dans nos régions? Ça, c'est un problème important. Au niveau, par exemple, de ces projets jeunes que j'ai cités, on peut également se poser la question de savoir, est-ce que nos ministres, qui sont à la fois ministres et chefs de village, ne vont pas influencer dans ces régions? Parce que la loi camerounaise interdit ce cumul-là. Mais nous avons des ministres qui sont aussi chefs de village et on connaît bien les jeux de pouvoir dans nos villages. Quel rôle vont jouer dans ces régions, ces ministres-là, qui sont à la fois haut placés au niveau du pouvoir moderne et haut placés au niveau du pouvoir traditionnel? Alors, cela m'amène donc à votre question au niveau des doublons. Vous voyez que nous avons déjà là un premier doublon. Si vous avez un ministre qui est aussi chef de village, ça veut dire qu'il cumule deux pouvoirs et on ne saura pas faire la différence entre ce qui provient du centre de l'État et ce qui est initié par la région. À ce niveau-là, il faut appliquer la loi et interdire le ministre d'être chef de village. Alors, concernant les doublons, le bicéphalisme, ça c'est le danger permanent dans les politiques de centralisation.
on le remarque même en France. On se rend compte que la France a fortement décentralisé, mais il y a quelque chose qui s'opère en France comme une multiplication de niveaux de pouvoir, une multiplication institutionnelle, qui, au lieu de diminuer, je pense, les octroi, au lieu de diminuer, de clarifier la situation, la complexifier encore. Donc, ce que je peux dire ici, c'est que il faut déjà qu'on applique ce qui a été prévu, l'évaluer, à tout prix l'évaluer, où ça coince, et pouvoir modifier les petits petits. Ce travail d'évaluation, c'est un travail pour qu'on voit là où ça coince, où la division du travail n'est pas claire. Parce que si la division du travail n'est pas claire, on va avoir des chevauchements, on va avoir des concours. Je vis dans un pays fortement décentralisé, un pays fédéral, et le danger de la décentralisation aussi, c'est qu'elle soit basée sur une base ethnique. J'espère qu'on ne va pas aboutir à ça. En Belgique, nous sommes allés vers la 7e république de l'État. Et si vous vivez en Belgique, vous rendez compte que vous êtes dans deux pays différents. La région flamande, la région wallonne, c'est la même chose. Et il y a des partis aujourd'hui qui défendent même la fin de la Belgique. On est deux pays différents. D'accord. Faites attention par rapport à ça. Savoir où situer le président, il faut aller vers un stade. Mais donner aussi pour que nous savoir des politiques économiques. Nous avons le Covid en Belgique. Je vais laisser la parole par là. Moi qui vis en Belgique depuis 10 ans, qu'on a 10 ministres en Belgique. 10. Et mais ça, c'est l'effet du fédéralisme, par contre. Hein. Ça, c'est l'effet du fédéralisme, qui lui coûte un peu plus cher, parce qu'il y a une superposition souvent des appareils. Voilà, des diplômes. Il faut que ces aspects-là, il faut faire attention à ce type-là, en fait. D'accord. Mais je ne sais pas, Samuel a donné mot de vous tout à l'heure. Moi, je dis ce qui doit être compris. Je suis. Non, j'ai compris, mais. Non, je dis que effectivement, dans les pays plutôt avec le type d'administration fédérale, on a effectivement ce problème-là que nous révèle ici Thierry Amougou, c'est celui de la superposition des appareils en charge de la régulation de l'État. C'est pour ça que ça peut coûter plus cher aussi le fédéralisme. Mais ça ne veut pas dire que le fédéralisme n'est pas indiqué. Hein. Ça, c'est pas le débat que je fais. Je ne fais pas ce débat-là. Non. Voilà. C'était pour clarifier. Je vous passe la parole. Je vous passe la parole. C'est pas pour le fédéralisme que j'ai souri. Ce sera toujours une autre forme d'organisation de l'État. Et je suis d'accord avec les cas, au moins, s'ils me rejoignent sur ce domaine-là, il n'y a pas d'organisation idéale. On peut être fédéral à un moment donné, on peut être unitaire, on peut être décentralisé. Où est-ce qu'on trouve l'optimum, organisationnel? Le débat reste ouvert. Mais en même temps, j'ai souri également quand il évoquait le cas belge, avec un pays qui est au bord de au bord de l'éclatement à chaque instant, où il y a un certain nombre de parts du territoire qui vont détacher de l'autre. La tête, effectivement, c'est pour ça également qu'il faut comprendre l'organisation telle qu'il est pratiqué au Cameroun aujourd'hui, c'est que nous considérons que nous sommes un État fragile. Et le rôle qu'est censé jouer le sous-préfet dans une commune, encore que parler d'une commune au niveau de la sous-préfecture, ce serait peut-être malaisé, au niveau de l'arrondissement, c'est avant tout cet esprit-là qu'on doit avoir un représentant de l'État quelque part pour remonter des informations sensibles à un moment donné au sommet de l'État pour que des décisions qui concernent notamment notre devenir commun puissent être prises. Mais encore une dernière fois, ne considérez pas que le sous-préfet, ou le préfet en l'occurrence, est là pour participer à la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Il y a un rôle qui lui est donné ici, mais ce rôle-là, il n'est pas un rôle entravant. On lui demande de se prononcer sur un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau des conseils municipaux, mais ce n'est pas lui qui fait le conseil municipal. Et
la seule limite que je pourrais voir ici, c'est peut-être, la première limite, je voulais souligner tout à l'heure, l'absence des personnes, des acteurs locaux pour pouvoir animer cette décentralisation-là. Mais l'autre chose également, c'est qu'ils n'ont pas une très grande marge de manœuvre aujourd'hui à créer des ressources qui puissent être un déterminant important dans ce qu'ils veulent faire au quotidien. L'ensemble des ressources, ce sont des ressources qui leur sont données au bon gré par l'État central, et ça peut être entravant, sans toutefois être son ami politique. Le débat que King est aujourd'hui au niveau de la commune de Diobé est fort compréhensible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on vous dit voilà les éléments qui peuvent déterminer les ressources qui peuvent vous permettre de financer votre développement, et qu'on commence à hésiter quant à la mise en œuvre des moyens qui pourront permettre la mise en relief de ces ressources-là, ça peut être effectivement des entraves. Cela dit, par rapport à ce que vous avez également dit tout à l'heure, Thierry Abougou notamment, de ce que cette décentralisation-là a été décidée en 1996 et mise en place bien plus tard, à peu près 25 ans ou 26 ans après, il faut également là aussi l'inscrire dans son contexte. Et même ce qu'il vient de souligner tout à l'heure en ce qui concerne cette entrave-là à pouvoir mobiliser les ressources, c'est des choses également qui vont se faire de manière progressive. Il ne faut pas, parce que c'est dans la vitesse que l'on fait notamment les choses sensées, ça nous permet certainement de gagner du terrain, d'avancer assez rapidement, mais il faut également tenir compte des exigences de sérénité quand on n'entreprend quelque chose de si sensible que celle de la décentralisation d'un pouvoir de décision. D'accord. Alors, Thierry Abougou, on vient d'écouter donc Samuel Dieudonné-Motte qui nous parle des ressources. Alors, sur cette question-là, les ressources, est-ce que finalement, le problème n'est pas aussi celui de la parole jamais tenue du gouvernement qui se fixe des lois qu'il ne respecte jamais? On a une loi qui consacre donc la dotation financière des collectivités territoriales décentralisées qui est arrêtée et qui décide d'allouer 15% des recettes de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Mais lorsqu'on feuillette un peu l'activité, la vision budgétaire 2021 du Parlement, on ne retrouve aucune ligne. On ne retrouve aucune ligne qui consacre en fait cette décision, cette loi. Est-ce que ce ne sont pas autant de choses qui finalement laissent penser qu'on a mis en place une décentralisation juste pour donner l'impression qu'on répondait un peu à un problème que connaît vraiment en ce moment la crise anglophone? Parce que lorsque vous regardez très bien, vous constaterez que les différentes dotations ont finalement été pensées pour être allouées dans l'ordre de 7,5% en 2020, 12,5% en 2015. Donc on atteindra les 15% en 2030. Hein? C'est ce qui est écrit aujourd'hui dans tout ce qui circule, notamment sur cette dotation financière pour les collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que ça ne suscite pas... Ça, c'est totalement faux, mais laisse d'abord Thierry Abougou parler. Ok. Vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, question importante. Ce que je peux dire par rapport à votre question, c'est que la grosse limite déjà, la mise en application de cette décentralisation, c'est qu'elle intervient dans une conjoncture de crise. On ne fait pas de réformes dans un pays en crise. Très souvent, les réformes échouent, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont été appliquées dans une mauvaise conjoncture. Voilà. Imaginez si on avait mis ça en place depuis, je ne sais pas, 96. On aurait pu éviter la crise anglophone. Je le pense réellement. Ça veut dire que nous sommes dans une première limite conjoncturelle. Les gens sont dans une logique aussi où ils montent les enchères par rapport à cette crise. Donc ça peut s'apporter la réforme, même si elle est bonne. Deuxième limite par rapport à notre décentralisation de contrôle qu'on met en place, c'est que le timing du régime, et j'aimerais entendre mon collègue M. Mott dessus, le timing du régime est un timing paresseux. 1985,
la loi sur la décentralisation. Les régionales, il faut attendre 24 ans. C'est un timing dilatoire qui consiste à gagner du temps en ne faisant pas ce qu'on a annoncé dans la loi. C'est un timing conservateur. C'est ce qui explique pourquoi la décentralisation est de contrôle. C'est pour faire les choses, pour que rien ne change en fait. C'est ça le problème énorme qu'on peut rencontrer sur le terrain. C'est pourquoi dans le budget, 15% n'ont pas été alloués à cette décentralisation comme on l'attendait clairement. Ouais. Ça veut dire que l'État central a la peau dure et que nous sommes dans un jeu de pouvoir, cet État centralisé ne cache pas facilement ce pouvoir. Et que la décentralisation reste prisonnière de l'État centralisé qui, dans le discours, est pour la décentralisation, mais qui, dans l'effectivité, a encore pour le quartier franc-main par rapport au pouvoir. C'est toute la limite de cette décentralisation pour qu'elle soit efficace pour le développement. Est-ce qu'on va sortir de ce timing paresseux, dilatoire et conservateur? Je n'ai pas encore garanti le jour d'aujourd'hui. Alors, Samuel Dieudonné-Mode, vous semblez dire que la stratégie de développement à l'horizon 2030, que j'évoquais tout à l'heure, qui a plutôt consacré les 15% de la dotation générale, la dotation financière générale aux collectivités territoriales décentralisées, n'est pas vraie. Qu'en est-il donc, vous, l'honorable? Parce que je rappelais tout à l'heure que il n'est mentionné nulle part dans le livre du Parlement qui consacre dans les dotations budgétaires pour 2021 l'allocation de 15% aux collectivités territoriales décentralisées. Vous dites que c'est faux, mais c'est l'occasion de nous édifier et de nous informer. Non, c'est total. Bon, on n'est pas dans une stratégie de paresseux. Il se passe tout simplement que la gouvernance d'une nation comme la nôtre est tellement complexe que par moment, c'est tellement complexe que par moment, on souhaite se donner du temps. Et très souvent, quand on a essayé de se donner du temps, on se le donne en toute honnêteté. Je rappelle à Thierry Amougou que lorsque cette constitution-là de 2015, de 1995 1996 a été élaborée, en toute honnêteté, en toute transparence, on a tenu à marquer dans un article que l'ensemble de cet arsenal qui était envisagé allait être mis en place de manière très progressive. Et aujourd'hui, quand vous voyez tous les relents de repli identitaire que nous avons dans notre pays, avec les discours sur l'autochtonie et sur la logénie, par moment, vous vous dites, ça valait bien d'attendre. Et quand on a attendu, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a voulu faire de la rétention, ce n'est pas parce qu'on a voulu traîner. Les gens qui prennent des décisions au Cameroun ont une vision plus large de la société que très souvent, nous, les gouvernés, nous n'avons pas. En ce qui concerne les 15%, la loi dit effectivement l'allocation générale, la dotation générale à la décentralisation, 15% des recettes de l'État. Aujourd'hui, contrairement à ce qui est d'ici aussi ou là, nous avons dépassé largement le cap de 15%. Ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on a dit on donne 15% du budget de l'État aux collectivités territoriales décentralisées, les gens sont mis dans l'esprit qu'on prendrait 15% du budget de l'État pour l'on enverrait dans les collectivités territoriales décentralisées. On a parlé des ressources, non pas des dépenses sur lesquelles on appliquerait les 15%, mais des ressources. Mais comme le budget est équilibré en recettes et en dépenses, on peut bien dire que si on n'a pas appliqué ça sur 15% des dépenses, on va appliquer sur 15% des ressources. Mais de quelles ressources parle-t-on? Il s'agit des ressources qui sont transférables. Notre budget aujourd'hui, en ressources, comprend des ressources propres
Je vous interromps pas, juste pour préciser qu'il y a une nuance significative entre ressources et recettes. Je ne vous apprends rien. La loi que vous évoquez parle de recettes et pas de ressources. Bon, prenons même sur le cas des recettes. Oui. Les recettes, c'est ce que, parmi les ressources, on aurait réussi à mobiliser au cours d'une période donnée. En réalité, je voulais parler de recettes. D'accord. Les recettes sont de deux ordres. Il y a des recettes qui sont des recettes extérieures et des recettes qui sont considérées comme étant des recettes propres. C'est-à-dire que c'est des recettes qu'à travers notre dynamisme économique, sur le plan interne, nous avons réussi à mobiliser. Il s'agit notamment des impôts. Il s'agit notamment des recettes que nous tirons dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit des recettes qui sont sous cette forme-là. Mais nous avons également des recettes que nous mobilisons dans le cadre des emprunts en faisant recours soit à l'épargne publique nationale, mais également en sollicitant un certain nombre de nos partenaires extérieurs. Ce qui est transférable ici, c'est ce que nous réussissons à mobiliser sur le plan intérieur, c'est-à-dire notre impôt, les ressources naturelles. Vous ne pouvez pas transférer en dehors de ce cadre-là. Parce que très souvent, l'épargne extérieure que nous avons mobilisée à travers les accords que nous signons avec les bailleurs de fonds internationaux, c'est des fonds qui sont destinés à financer un certain nombre de projets qui sont ciblés d'avance. Donc, vous ne pouvez pas prendre une partie de ces financements-là pour pouvoir dire nous les envoyons au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et c'est tout simplement une méprise qu'il y a eu, notamment d'un certain nombre de partis d'opposition, notamment un certain nombre d'entre eux que je ne voulais pas citer ici, qui ont confondu en disant les 5 000 milliards du budget de l'État camerounais vont être affectés aux collectivités territoriales décentralisées. Mais là également, on est tout en prudence que de dire il faut faire attention d'envisager à un moment donné que l'on va mettre beaucoup de financement dans les collectivités territoriales décentralisées, sans toutefois qu'on se soit assuré des conditions de leur utilisation. Le problème de contrôle que j'ai soulevé tout à l'heure, il ne faut pas le négliger. Et à mon sens, même si la loi camerounaise avait dit il faut donner le maximum de fonds aux collectivités territoriales décentralisées, moi qui suis quelqu'un qui est porté à contrôler des institutions financières au quotidien, j'aurais tendance à dire qu'il faut y aller avec beaucoup de réserve, parce que ce qui est en train de passer, qui risque de se passer de faire dans cette collectivité risque de mettre en danger, en cause même l'équilibre social à l'intérieur de la nation. Alors, je voudrais, avant que Thierry ne réagisse, rappeler simplement ce que j'ai pu récupérer comme intitulé de cette loi qui date du 24 décembre 2019, portant donc Code général des collectivités territoriales décentralisées. Donc, c'est l'article 25. L'article dispose de ce que il est institué une dotation générale de la décentralisation destinée au financement partiel des collectivités territoriales décentralisées. Donc, la loi de finances, en gros, elle fixe donc une fraction chaque année sur les recettes de l'État affectées à la dotation générale de la décentralisation. Cette fraction ne peut pas être inférieure à 15%. C'est ce que dit la loi. Cette fraction des recettes. Je voudrais préciser le mot recette parce que j'ai la chance ici d'avoir un expert comptable et un économiste à qui je n'ai pas besoin d'expliquer la différence entre recette et budget. Donc, lorsqu'on a utilisé le mot recette, on dit une fraction de 15% qui ne peut pas être revue à la baisse. Je pense que tout le mot a son sens. Thierry Abougou, vous avez la parole une fois que j'ai fini de préciser ce dont dispose cet article 25. Ok, merci. J'avoue, je m'excuse auprès de Samuel Motte, mais après son explication, c'est encore plus flou. C'est-à-dire, pour moi, c'était simple. Il y a des recettes, et puis on a au moins 15% voilà, à la décentralisation pour qu'elle puisse se financer. Donc, je reviendrai dessus, si elle n'a pas été seulement clair.
c'est encore plus flou. C'est-à-dire, et ça revient sur ce que je disais, que nous sommes dans une décentralisation de contrôle. Si on parle de recettes, pourquoi ne pas penser à des collectivités territoriales décentralisées qui collectent des recettes? Est-ce que c'est possible dans une décentralisation? Oui. Pourquoi ne pas penser à travers la fiscalité, comme on fait partout, hein, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, on paye ici en France, en Belgique, au Cameroun, ils ont également toutes ces recettes. Les régions, un instant, les régions en Belgique, ont d'ailleurs des dispositions fiscales différentes. C'est-à-dire la région sait ce qu'elle a comme objectif et elle peut se rendre attractive par rapport à sa fiscalité, par rapport à l'autre région. Il y a ces possibilités ici. Vous avez aussi quelque chose qui me manque, j'espère que M. Bott va m'expliquer ça. Quels sont les critères de répartition? Toutes les régions ne sont pas homogènes, ne sont pas les mêmes puissances. Important, effectivement. Problème. Vous allez être surpris dans ce sens-là. Des répartitions, en fait, parce que je ne connais pas, en fait. Bien, alors, il n'y a pas de flou du tout. Il s'agit du financement partiel du fonds de dotation. Ce qui veut dire qu'effectivement, les collectivités territoriales décentralisées ont également d'autres formes de mobilisation de l'épargne publique à l'intérieur de leurs collectivités. Le problème, par exemple, de l'exploitation des carrières qui se pose aujourd'hui à Djomé, c'est également des fonds de la décentralisation. Ce n'est pas flou du tout. La différence que j'ai voulu faire en la matière, c'était de dire, quand on parle des recettes, il s'agit tout simplement des recettes qui sont affectables. Et en cela, l'argent que nous mobilisons dans le cadre des financements des projets qui ont été étudiés, validés par des bailleurs de fonds, ne peut pas être affecté. Maintenant, le problème qu'il pose, Guy, c'est de dire où sont inscrits ces fonds. Comment est-ce qu'on fait pour assurer la répartition? Le modèle, il est participatif aujourd'hui. En début d'année, on dit à l'ensemble des collectivités territoriales décentralisées, faites remonter vos besoins. Sur la base des besoins qui sont remontés, on va faire en sorte que chacun des ministères que vous avez sollicités puisse délocaliser les financements et les mettre à votre disposition pour que l'ensemble des chantiers que vous avez décidé d'un commun accord à l'intérieur de votre collectivité décentralisée pour que ces projets-là puissent être financés. On ne le fait pas sur la base de l'arbitraire. La demande vient du bas. Elle vient effectivement de la périphérie. C'est ça la décentralisation. Maintenant, quand tu as dit on jugera de la décentralisation à l'aune de ce que l'on va être à mesure de créer soi-même son impôt local, effectivement, même les pans de création des impôts locaux, nous avons également, là aussi sur le plan de la mobilisation de ces ressources-là, un certain nombre de tests qui existent. Fort est cependant de constater que lorsqu'on parle par exemple des taxes de remplacement des ordures, vous pouvez allègrement les créer dans une localité qui s'appelle Douala par exemple, dans une ville comme la mienne qui est à l'intérieur d'un village, vous ne pouvez pas avoir cette possibilité de demander à un certain nombre de citoyens de venir payer un certain nombre d'impôts pour lesquels ils n'ont pas de ressources. Et donc, c'est dans le cadre de développement que l'ensemble de ces textes de loi-là, qui ont été votés à l'Assemblée nationale, qui vont participer également de la création de ressources à l'intérieur du contexte culturel, c'est lorsqu'il y aura, on connaîtra un certain développement dans cette localité-là que ces taxes-là pourront être collectées. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, effectivement, nous pensons que l'État doit aller vite. C'est celui de dire, effectivement, pour ce qui est, par exemple, de la gestion des carrières, qui est une revendication qui est portée aujourd'hui par Kingé, que l'État puisse se décider assez rapidement. De telle manière que lorsque vous avez une ressource comme celle à l'intérieur de votre localité, que ça puisse vous permettre de financer votre pouvoir, votre capacité à vous développer. Ok.
Bon, j'espère que le retour donc de Samuel te paraît désormais un peu plus clair. Oui, Je voudrais, avant que tu ne reviennes sur ce qui vient de nous apporter comme information, proposer simplement qu'on essaye d'avancer sur l'émission. Euh, nous souhaitons, dans le cadre de cette émission, permettre aux gens qui nous suivent de comprendre comment est-ce que, avec cette décentralisation, les questions relatives, par exemple, à l'emploi, à la santé, à l'école vont être résolues. Pour faire très simple, aujourd'hui, y a-t-il plus d'espoir qu'on voit les Camerounais retrouver un emploi? Y a-t-il plus d'espoir qu'on retrouve davantage de dispensaires pour s'occuper des questions de santé de nos compatriotes? Comment est-ce que vous expliquez ça aux Camerounais qui vous écoutent aujourd'hui? oui. Thierry Amogo, vous Comment, avez la parole. Et après, oui, ça veut dire donner le mot. comment expliquer ça aux Camerounais? Je crois que la, la grosse limite que j'ai évoquée tantôt, c'est que lorsqu'on écoute euh, Monsieur Motte, c'est toujours en fait une dynamique top-down. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'unitarisme politique reste là. Le pouvoir reste assez centralisé. Est-ce que les régions peuvent initier des projets d'investissement et les soutenir de façon autonome, chercher des partenaires et les financer de façon autonome? On voit ici qu'on demande aux régions d'exprimer des besoins et c'est au pouvoir central de pouvoir satisfaire ces besoins. Or, dans une décentralisation qui autonomise les gens, c'est-à-dire qui permet aux régions de pouvoir résoudre les questions d'emploi, les questions d'éducation et même les questions de sécurité, on doit être capable d'initier soi-même les politiques et les mécanismes justement de financement de ces politiques-là. C'est la grosse limite de notre décentralisation. Et elle s'explique simplement. C'est que nous avons hérité de la colonisation de trois systèmes. Le système allemand, le système français, beaucoup plus centralisé, jacobin, et le système anglo-saxon, qui est beaucoup plus décentralisé. Mais dans notre État, c'est la dynamique française qui a pris du poids. Donc, on n'arrive pas à se défaire aussi facilement de cette dynamique-là, où tout le pouvoir central ingurgite un ensemble d'énergie régionale, locale, et puis il régurgite au niveau de ces régions et vous dire, en vous disant, voilà ce qu'il faut faire. Et là, ça cause beaucoup de limites au niveau de la création d'emplois. Je vous prenais l'exemple tantôt de l'éducation. Si par exemple, à l'ouest, on veut apprendre le bafang à l'école, est-ce que le maire peut introduire le bafang à l'école primaire et justement donc mettre un système d'éducation où on enseigne le bafang? Ça va permettre la création de l'emploi. Un gars qui maîtrise le bafang peut l'enseigner à l'école primaire à l'ouest. Est-ce que ces possibilités-là existent? Je ne pense pas. Est-ce que dans les régions, on a des compétences assez décentralisées pour l'État civil? Là, je suis dans le niveau même de la sécurité de l'État. Lorsqu'on dit qu'un État identifie ses citoyens, ce qu'on n'arrive pas à faire au Cameroun aujourd'hui, on croit souvent que la carte d'identité, elle sert à Thierry. Non. La carte d'identité sert surtout à l'État. Parce que lorsque l'État me donne une carte d'identité, il s'identifie lui-même. Il identifie son territoire. Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Où vivons-nous? L'État peut donc contrôler sa population et justement son territoire. Vous voyez que ça rejaillit même sur la question de la sécurité. Comment contrôler notre frontière de l'Est si on ne maîtrise pas l'identification? Si les enfants n'ont pas d'acte de naissance au nord, comment contrôler Boko Haram? Comment savoir qui est camerounais, qui ne l'est pas? Tout ça fait partie de la bonne gouvernance. Donc un État qui n'est pas capable de savoir qui est qui, de donner les actes de naissance aux enfants, de donner les cartes d'identité et de pouvoir décentraliser ces choses-là pour que les parents ne puissent pas parcourir des kilomètres pour aller chercher une carte d'identité ou un acte de naissance, ne peut pas appliquer une décentralisation efficace, c'est-à-dire capable de résoudre des problèmes concrets des populations. Je suivais chez vous une émission avec M. Abdoulaye Arissou qui nous disait qu'au nord, il y a des milliers d'enfants qui n'ont pas de carte, qui n'ont pas d'acte de naissance. Alors, voilà une compétence au niveau de la décentralisation. Oh là là, oh là là, non, 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 non. Là, Thierry Amogo, je ne vous suis pas. Avant même qu'on ait parlé de la... L'information n'est pas de moi, elle est d'un responsable local qui nous dit qu'au nord, il y a des milliers d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Et les parents doivent parcourir des centaines de kilomètres pour aller établir un acte de naissance. Il faut payer, ils n'ont pas de sous, et des tracasseries administratives. Et ils préfèrent rentrer chez eux.
Est-ce qu'on a prévu cela dans la décentralisation? Voilà les problèmes concrets au Cameroun. Vous l'évoquez, je vais laisser donc Samuel Mon répondre, mais je vais quand même lui dire que effectivement, vous faites bien de me proposer de lui adresser les questions de M. Abdoulaye Harissou, qu'il doit peut-être connaître. M. Harissou demande, effectivement, dans cette émission, qu'on vous demande de lui expliquer comment. Il dit, comment est-ce que vous allez résoudre le problème d'électrification qui est un sérieux problème au nord. Il ajoute, quand on sait qu'il y a une centrale thermique à Marois qui ne fonctionne pas par manque de carburant, comment les faire sans carburant tourné? Qui va payer? Qui va payer, c'est le citoyen qui payera toujours sa facture d'eau et d'électricité. Ce que l'État essaie de faire en ce moment, c'est que pour un certain nombre de personnes, je crois qu'également c'est le rôle de l'État, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte dans une société, c'est de dire effectivement que l'on peut faire une bonne fontaine gratuite dans un village. Mais c'est de faire également de l'information de l'éducation en disant aux citoyens, certes on a fait la pompe gratuitement, mais pour savoir, vous devez savoir que pour ces problèmes d'entretien, vous devez vous prendre en charge. De telle manière que s'il y a un boulon qui se casse là-bas demain ou après-demain, que vous soyez à mesure, à travers vos cotisations, de faire en sorte que votre pompe vive pour très longtemps. J'aime souvent à dire qu'au Cameroun, il n'y a pas un parti au pouvoir et en face desquels on peut trouver des partis d'opposition. Il y a tout simplement une partie des personnes qui pensent qu'on ne peut pas avoir honte des choses qui marchent dans la République et d'autres qui pensent que la République est à salir. Je suis tout à fait au regret d'entendre Harissou dire qu'au Cameroun, il faut faire des milliers de kilomètres pour aller faire des actes de naissance. Je suis un garçon qui est né dans le Cameroun profond, qui vit dans le Cameroun profond. Tenir ce genre de propos, c'est tout simplement participer du dénigrement, être dans le camp qui pense que la République est à salir. Il y a des officiers d'état civil dans chaque village. Et très souvent, les populations n'ont pas songé à déclarer les naissances, au point où aujourd'hui, conscient de cette difficulté-là, les gouvernants s'acheminent vers la solution de faire des déclarations d'office dès lors qu'il y a une naissance qui est intervenue dans un centre hospitalier. Et encore que là aussi, les dispensaires, il n'y en a pas partout. Vous allez me dire, effectivement, vous aurez dû en faire partout. Ce n'est pas la faute au gouvernement. Mais quand Thierry Amougou, lui également, finit par reconnaître que l'une des raisons d'être de l'État, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens puissent être identifiés, c'est qu'il reconnaît que l'État, quelles que soient les situations dans lesquelles on peut se retrouver, aura toujours un rôle à jouer. Et ce n'est pas parce qu'on aura donné la possibilité à quelqu'un de battre impôt à l'intérieur de son territoire, entendu ici la collectivité totale décentralisée à l'échelle d'une mairie, que l'on va penser qu'on a atteint l'optimum de la décentralisation. La décentralisation, dans un premier temps, c'est l'utilisation rationnelle des ressources que nous avons, de telle manière à ce que lorsqu'on a débloqué un financement, que ce financement-là contribue à satisfaire un besoin réel exprimé par les populations à la base. Et dans le schéma que je vous ai décrit tout à l'heure, il n'est pas contraire à la décentralisation. C'est-à-dire que c'est les populations qui déterminent, qui expriment leurs besoins, qui sont prises en charge à travers un financement dont l'origine doit être définie. Ça peut être un financement d'origine locale, mais ça peut être également des financements qui viennent du pouvoir central. Et en cela, on ne va pas parler en disant qu'on n'a pas fait la décentralisation dans ce contexte-là. Thierry Amougou, vous êtes économiste. Moi aussi, je le suis. Donc, mon domaine dans lequel je travaille, souvent, c'est sur le domaine de l'économie. À l'intérieur d'une société, on ne demandera pas à chaque directeur d'avoir ses ressources propres.
ce qu'on lui demandera à un directeur fonctionnel chargé de s'occuper d'une activité dans un domaine bien précis, c'est d'avoir une définition rationnelle des objectifs qu'il veut atteindre. De demander en conséquence une allocation de ressources appropriées et qu'il vienne sur la table de négociation et qu'on lui dise par rapport aux objectifs de développement de votre activité, de l'activité qui est la vôtre, voilà ce que nous pouvons mettre en adéquation par rapport à votre ambition. D'accord. D'accord. Et on ne peut pas dire que par rapport au mode de fonctionnement que nous avons aujourd'hui, peut-être que j'ai répondu partiellement à votre question tout à l'heure. Ces formes de dotation de la décentralisation sont bel et bien inscrites dans la loi des finances qui a été votée par le Parlement. Et à chacun des lignes, vous allez avoir, pour chaque ministère, voilà les fonds qui ont été débloqués dans le cadre de l'exercice 2021, les fonds qui ont été débloqués pour pouvoir financer la décentralisation pour la plupart. D'accord. Alors, je voudrais quand même dire que cette émission a été préparée pendant plusieurs jours et je maintiens que les modestes recherches que j'ai faites, Dieu seul sait que j'ai quelques amis du côté de Yaoundé qui sont des amis de Samuel Motte et qui m'ont confirmé que dans la loi de finances budgétaire 2021, il n'y avait pas une seule ligne qui consacre effectivement. Non, je reviens à la charge. Je reviens à la charge. Oui. Pour pouvoir vous dire, ils sont certainement au Parlement, je suis à la commission des finances. D'accord. Et la communication ne circule pas entre les deux entités? Non, mais il y a des gens qui peuvent être mal informés. Ah, à ce point, parce que vous imaginez bien que je ne me permets pas de venir sur ce plateau parler de la décentralisation sans avoir cherché. Bien, non, écoutez-moi bien. D'accord. Ce que vous voyez dans la loi de finances, que tout le monde, combien de mortels voient, c'est de dire qu'on a alloué à tel ministère telle enveloppe. Dans cette enveloppe-là, si vous allez un peu plus bas, dans chacune des enveloppes, vous verrez toujours une ligne consacrée à la décentralisation. Okay. C'est-à-dire qu'on vous dira, sur l'enveloppe qui a été donnée, ce ministère-là a consacré tel volume à financer les projets présentés par les collectivités territoriales décentralisées. Ok, nous avons encore la chance de pouvoir revenir après cette émission sur ce que vous venez de nous faire comme affirmation. Hein. C'est-à-dire que nous pourrons revenir là-dessus parce que je tiens à dire, que le plus important, c'est pas moi, mais c'est que les Camerounais soient informés. Si vous voulez demain ou après-demain, je peux vous envoyer peut-être, je veux dire, la déclinaison des allocations budgétaires des ministères. Et vous allez bien voir que cette dotation-là apparaîtra de manière claire et précise. Ok, on notera donc l'information. J'ajoute, sur la base des informations que je vous ai données, on n'est pas à 15%, on est à 18% si on ramène les recettes décentralisables aux seules ressources qui sont mobilisées et sécrétées par l'économie camerounaise. D'accord, c'est donc l'information qui n'a pas bien circulé puisqu'elle est restée visiblement au niveau de la commission financière, c'est ça? Non plus. Tous les biodéputés qui sont à l'Assemblée nationale ont à leur disposition l'ensemble des lois, des documents qui fondent notre analyse et dont l'approbation de ce budget. Ils ont à disposition l'ensemble de ces éléments-là. Maintenant, écoutez, c'est tellement facile de dire que rien n'a été fait que d'aller chercher la bonne information pour pouvoir la mettre à la disposition du grand public. Ok, vos collègues vous entendent également. Donc, je pense que vous ne pouvez pas courir le risque de dire autant de choses s'ils ne sont pas vérifiées. Je suppose qu'ils vous entendent et vous ne prenez pas le risque de dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Alors, je pense qu'on va courir un peu parce que le temps de cette émission... J'avais quelque chose à dire là. Oui, vous allez répondre. Vous allez répondre, effectivement. Je vous laisse répondre. Mais je voudrais poser, n'est-ce pas, la dernière partie de cette émission. C'est Samuel Motte. Vous allez répondre après, donc, Thierry Amougou. On a constaté aujourd'hui, du fait de la crise, de la pandémie mondiale actuelle, qu'il y avait un impact en fonction de comment étaient prises en charge les décisions, les décisions sur le quoi faire pendant cette pandémie. Je prenais par exemple l'exemple de l'Espagne. En Espagne, on a bien vu que c'est l'État centralisé qui est passé aux commandes.
pour instruire ce qu'il y avait à faire. On a vu des résultats qu'on connaît. On a vu en Italie que dans certains États décentralisés, il y a eu des retards pour prendre des décisions. On peut noter qu'en France, en général, on a plutôt vu le contraire. C'était plutôt des collectivités territoriales décentralisées qui prenaient rapidement des décisions qui étaient remontées au niveau du préfet. Et ma question, aujourd'hui, au Cameroun, on a pu constater qu'il n'y a presque pas de Covid. Cela suppose donc que l'État décentralisé aurait été une catastrophe ou alors aurait été plutôt salvatrice pour la gestion de la crise actuelle. Je vous laisse libre de répondre à cette question, en espérant qu'elle a été claire pour chacun de vous. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on soit dans un État fédéral ou décentralisé, est-ce que la crise sanitaire ne nous interpelle pas sur la redistribution, on va dire, des actions, des tâches, des décisions? Thierry Ambou. Ok, merci pour cette question en plein dans l'actualité. Mon collègue, M. Molte, m'a interpellé tantôt en tant qu'économiste. Et comment est-ce que je peux réagir à ça? De deux façons. Lorsqu'il dit dans une entreprise, vous n'avez pas de dotation propre, ben, je lui dirais qu'une entreprise n'est pas une société. Vous n'allez pas plaquer le fonctionnement d'une entreprise sur celui d'une société. Encore, concernant la décentralisation, dans une société réelle, ça peut être une catastrophe. Si la gouvernance d'entreprise est appliquée à la gouvernance des hommes dans une société, il faut même faire très attention par rapport à ça. Nous avons à mettre en place, nous devons veiller à ce que cette décentralisation soit démocratique et qu'elle soit juste, c'est-à-dire qu'elle soit sociale. Puisque collectivité territoriale décentralisée, un ensemble de compétences, des régions justes également, des richesses différenciées. C'est pourquoi je demande quelles sont les formes de répartition. Parce qu'il y a des régions qui peuvent aider d'autres régions. Qu'est-ce que l'État a fait par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une situation qui fait la répartition de solidarité entre les différents pays du Cameroun? Ça peut être un instrument extrêmement important. Autre réaction, lorsqu'il dit lui fait partie de la commission du budget et que les députés qui sont dans l'Assemblée n'ont donc pas accès justement donc, à ces fiches-là, on dit qu'il y a bien 15%, et que les 15%, c'est les 18%. L'économiste que je suis, ce qu'on fait dans la commission n'est pas encore la loi des finances. C'est un simple potable. C'est-à-dire le budget qui est valable pour le Cameroun, c'est celui qui est voté par l'Assemblée et qui se transforme en loi des finances. Là, il a une légitimité populaire parce que les députés représentent le peuple. Donc, si les députés ont plutôt un déficit informationnel, ça me pose la question de savoir comment fonctionne l'État du Cameroun, c'est démocratique. Non, Thierry, ne généralisez pas. La loi des finances ne regroupe pas tous les éléments de la commission des finances. Ça me pose une question. Parce que la loi des finances n'est rien. Non. Le budget est adopté qui devient la loi des finances et qui devient notre budget. Oui. Ok, Samuel, vous pouvez répondre. Non. Première chose. En matière de recherche d'optimum organisationnel, j'ai tendance à penser, Thierry Amogou, que de plus en plus les institutions publiques essaient de se rapprocher de ce que font les institutions privées. La notion, la prolifération des budgets programmes que vous avez remarqué à travers les pays et à travers le monde aujourd'hui, tire également son fondement de ce que, comme ce sont des instruments qui ont été expérimentés dans la sphère publique, pour être plus efficace dans la sphère privée, il faudrait peut-être essayer de faire des emprunts. Donc il n'y a rien de mauvais dans ce que je venais de dire, en disant qu'effectivement, me fondant sur une organisation rationnelle d'une société dont la dynamique de croissance est avérée, l'État a intérêt à s'y rapprocher. Et donc, il n'y a pas à parler de ce que un bien exprimé, une demande d'allocation de ressources, puisse, dans le cadre d'une entreprise décentralisée, puisse venir de la base et qu'on puisse, à l'intérieur d'une table de décision, savoir si on lui alloue ces ressources-là ou pas. Mais en ce qui concerne ce que vous venez d'évoquer,
sur la commission des finances, moi, je ne veux pas être injurieux. J'ai tout simplement voulu démentir ce qu'un certain nombre de sources, a donné comme information à la personne qui est à la haute charge de nous interviewer aujourd'hui. S'il y a un député à l'Assemblée nationale qui a dit que ces fonds de dotation là ne figurent pas dans le budget, je trouve qu'il est dans l'erreur. Ce n'est pas pour autant que je suis en train de dire que l'ensemble des autres députés ne sont pas au courant. J'ai tout simplement voulu profiter des connaissances que j'avais pour pouvoir dire qu'effectivement, pour l'avoir vu en détail et pour avoir également suivi les conditions d'élaboration de ce budget-là depuis la base, je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds qui ont été alloués aux collectivités territoriales décentralisées, même s'ils n'apparaissent pas de manière claire sur les tableaux synthétiques qui figurent dans la loi de finances. On ne peut pas publier cette information dans le détail. Ça, c'est le premier point. Mais également, il y a aussi, parmi les publications qui sont très courues, qui émanent effectivement de ce processus-là de l'élaboration de budget, il y a un document qu'on appelle le BIP, budget d'investissement de l'État. Quand vous rentrez dans ces BIP-là, l'ensemble de ces lignes-là, vous pouvez les retrouver. Ça ne fait l'objet d'aucun camouflage, ça ne fait l'objet d'aucun bricolage. Mais là également, nous avons un État qui est conscient de ce que lorsqu'il y a une loi et un règlement qui a été voté quelque part, on doit se donner pour objectif de pouvoir respecter la loi. Donner l'exemple, parce qu'effectivement, si même l'État central ne respecte pas ses lois, les citoyens vont trouver un prétexte à toutes les formes de déviance que doivent être condamnées dans la République. D'accord. Ok, Donc, ok, je vais oui, aller vers la réponse à votre question. Oui, s'il vous plaît. Juste pour dire qu'à ce niveau, je ne vais pas insister dessus, entre mon collègue M. Bott et moi, il y a une grosse différence philosophique. Je pense que lorsqu'il acquiesce, semble accepter le transfert des méthodes de gestion privée sur les sociétés, il est dans une idéologie que je ne partage pas en fait. Je pense que c'est noté. Une idéologie néolibérale qui veut transformer les sociétés en marché. Et en tant qu'économiste, je le combat farouchement, même dans mes publications scientifiques. Nous sommes dans une idéologie qui consiste à dire qu'un État doit fonctionner comme une entreprise privée. Ce n'est pas du tout le cas. Lorsqu'on regarde l'histoire du développement, aucun État n'a fonctionné comme une entreprise privée pour développer. Parce que prenons un petit exemple. Si j'ai une compagnie de transport, je suis en privé. Je vais dire par exemple, moi je ne gagne pas des sous, je ne circule pas. Mais on voit des bus circuler vides en Occident, avec 2 personnes dedans. Pourquoi ces États-là continuent à maintenir ces bus-là? Parce qu'il y a un service d'intérêt général qu'il faut assurer. Donc on ne peut pas dire qu'on peut fonctionner dans le privé de la même façon que dans le public. Or, on a supprimé tout depuis chez nous. Je n'ai pas dit ça, Thierry Abouk, je n'ai pas dit ça. Je parlais de bonne organisation. Allez vers le Covid. Allez vers le Covid. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au Covid? C'est que là, à travers le monde, tous les pays ont été surpris par le Covid, y compris les pays dits aujourd'hui développés, et qui aujourd'hui tâtonnent, jusqu'aujourd'hui tâtonnent toujours. On a voulu gérer le Covid de façon scientifique. On a mis en place quoi? Un mécanisme, un modèle de gestion qui consiste à dire on confine. On confine et puis on va regarder, on va mettre en place un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, il y a quoi? Il y a le nombre de malades hospitalisés, il y a le nombre de lits occupés, il y a le nombre de cas. Et on va donc contrôler ces paramètres de façon dynamique et voir, tant que la courbe est ascendante, on va rester confiné. Et une fois qu'on atteint l'inflexion, je vais faire un peu de maths, le point d'inflexion, ça veut dire où la fonction change de sens, c'est-à-dire on a atteint le maximum, on commence à descendre. Ça veut dire que le nombre de lits occupés diminue, le nombre d'infectés diminue, et le nombre de morts diminue. Et donc, le nombre de personnes qui viennent contaminées par une personne diminue aussi. Là, on déconfine. On l'a fait, on a déconfiné. Quand on est en Occident, c'est reparti. Donc, même ce modèle scientifique a permis de maîtriser cette épidémie. C'est pourquoi, comme vous l'avez bien dit, en France,
on remarque une relance qui a créé un deuxième confinement, c'est dans tous les pays occidentaux. Alors, on observe donc des mesures conservatoires par rapport à l'économie. On, on donne un délai aux entreprises. On donne un délai à ceux qui ont perdu leur boulot et qui doivent payer des loyers. On diminue peut-être certains impôts. Il y a des aides publiques pour soutenir certains secteurs qui sont complètement à la restauration. J'ai vu que le gouvernement camerounais a pris dans cette discussion qui vont dans le bon sens. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Là, c'est parce que je n'ai pas de chiffres avec. Alors, il faut donc noter que par rapport à ce Covid, par rapport aux États centralisés qui ont décentralisé, on a remarqué en France, le deuxième confinement, des problèmes de non-respect de la loi de 1900. C'est-à-dire qu'il y a des mails de fermer la bibliothèque, par exemple, de fermer cette restaurant, sont revenus à la charge plus loin parce que l'État est intervenu. Et on a remarqué en Belgique qu'un État hyper centralisé a été un problème. Tout à fait. On a 10 ministres de la santé. Donc, pour que la décision aboutisse, ça a été extrêmement difficile. Le Covid a démontré que 10 ministres de la santé, c'est plus un problème que dans cette période de Covid. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la décentralisation au Cameroun? Je peux dire que la décentralisation par rapport au Covid peut être utile. Si les collectivités territoriales décentralisées ont, par exemple, la capacité d'utilisation de faire des tests, ça veut dire qu'on a un échantillon de façon locale, on peut tester, isoler et peut-être, et donc, appliquer des traitements. Un autre avantage peut être, ça revient au niveau du problème d'identification de ce compétent et des actes de naissance. On doit bien vacciner. Le vaccin va arriver. On doit avoir un ensemble d'instruments statistiques qui nous permettent de pouvoir organiser la campagne de vaccination. Et je pense qu'elle peut être encore beaucoup plus efficace avec un État décentralisé où les collectivités territoriales décentralisées vont se charger de la vaccination que d'attendre un système de vaccination qui serait défini par le haut et qui peut être lourd et qui peut être plus compliqué à gérer. Donc je pense qu'on a la chance en Afrique, une population extrêmement jeune, ceux qui sont là. Je pense qu'il y a le Covid. Je pense que si on fait des tests, beaucoup de personnes atteignent. Le problème, d'abord, c'est que le Covid, la moyenne d'âge est de 85. Ça veut dire que les jeunes sont jeunes, ils sont encore forts, le Covid est là. D'accord. Merci. Alors, Samuel, sur cette question, vous avez le droit également de répondre à Thierry, mais on est presque à la fin de cette émission, donc vous avez la parole. Et dommage qu'on soit à la fin parce qu'on discutait toute la journée. Ça fait presque 2 heures de temps qu'on est en train de discuter. L'État, après tout, a un rôle social qui l'amènerait bien à subventionner ses dépenses, les dépenses des pauvres. Mais ce que voulait dire Thierry, j'ai jamais dit que je suis soit communiste, soit capitaliste. J'ai dit tout simplement qu'en matière de recherche de l'efficacité, y compris dans le social, très souvent la tendance actuelle est de dire qu'on s'inspire des méthodes de ce qui se passe dans le privé, où les gens sont un peu plus ou moins rationnels par rapport à une gestion collective de la chose publique. Tout simplement ce que je voulais dire. Maintenant, je n'ai pas besoin de crier cocorico là également en ce qui concerne le Covid, mais par rapport au sens même de votre question, c'est la preuve que vous apportez, que vous apportez à Thierry, à Moukouke, en réalité, il n'y a pas une partie en matière d'organisation. À un moment donné, vous êtes obligé de vous réajuster. Je serai beaucoup plus partant pour des organisations qui sont flexibles à pouvoir s'adapter et à réagir, à se réorganiser par rapport aux menaces du moment. Nous avons eu la chance à ce qui concerne le Covid, qui n'a pas été d'une virulence extrême en ce qui concerne la plupart des pays africains, et particulièrement le Cameroun. On peut rendre grâce au Seigneur. Mais en même temps, là également, vous savez, on a été raillé par notre forme d'organisation au Cameroun, mais vous voyez très bien qu'il a bien tenu.
Ils ont été très ingénieux à la matière. Je vous apporte l'information. D'accord. Le Cameroun a été le premier à instaurer les dépistages du Covid à la frontière. Et quand on a commencé à le faire, on a dit, mais où est-ce que vous allez avec ça? Est-ce que vous avez remarqué que ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le monde? Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de nos donations, contrairement à ce que les gens pensent, il y a des gens qui réfléchissent, qui essayent de protéger les citoyens, qui essayent de penser collectif, qui pensent également qu'il y a une nation à sauvegarder et également il y a une unité nationale également à entretenir. Dans ce cadre-là également, la décentralisation, vous estimez aujourd'hui qu'elle est plus ou moins faite à forcer ou alors tout au moins arrachée. C'est également une politique dans laquelle s'est inscrit le gouvernement. Mais là aussi, il faut penser que dans les soucis qui sont les nôtres, on pense que nous sommes encore une structure assez fragile. On acceptera, moyennant un certain nombre d'errements, que les choses puissent se faire de manière précise. Moi, ce qui me concerne, pour ce qui est dans la situation, il y a un certain nombre de scènes que j'ai éprouvées tout à l'heure. Ces plaintes doivent être prises en compte pour faire en sorte que les difficultés ne s'écoulent pas. Ben écoutez, merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission qui aura été très très enrichissante. Merci à vous donc Samuel Dionémote qui est intervenu depuis Douala. Merci également à vous Thierry Amogo qui est intervenu depuis Louvain-la-Neuve. Ouais. Chers web téléspectateurs et téléspectatrices de DIAF TV, c'était donc le débat DIAF TV, la première édition du débat DIAF TV sur votre chaîne. Nous vous proposons de nous retrouver dans ce programme la semaine prochaine avec un thème qui sera tout aussi enrichissant. Merci, au revoir. Na bala bola ye bolo, noti mula bo.